Je suis très heureux de vous accueillir. Bienvenue, Julie Gaillet. Merci. Et bonjour et merci d'être là. Bonjour. Votre double passion et votre double engagement, c'est à la fois le cinéma, le théâtre et l'engagement pour la cause des femmes, et que vous défendez partout. Et j'ai noté à travers ce que vous écrivez, ce que vous défendez, que pour vous, la défense de leur dignité et de leur liberté commence par leur santé. Absolument. J'avais vu ça dans les petits fascicules qu'on a dans l'avion de sécurité, qu'on doit d'abord mettre le masque à oxygène sur les adultes, sur les mamans, avant de le mettre sur les enfants, et que les femmes prennent en général toujours en dernier soin de leur santé. Mais je suis surtout d'une famille de médecins, donc oui, d'un côté la médecine, et puis de l'autre côté la culture et le cinéma. Et c'est vrai que c'est mes deux sujets, on va dire. Ouais. Donc c'est important pour moi. Les deux sujets publics. Il y a le droit des femmes. Et on voit émerger une maladie maltraitée, méconnue, niée, souvent cachée, que vous mettez en relief et pour laquelle vous vous battez, l'endométriose. Pourquoi c'est une maladie qui était presque taboue? Mais alors, pourquoi elle est taboue? Il y a beaucoup de raisons, mais certainement le fait qu'elle ne soit pas assez connue, et c'est une des raisons pour lesquelles donc je suis à la fois marraine du Fonds pour la santé des femmes, qui est associé au Collège des gynéco-obstétriciens de France pour la santé des femmes, mais j'ai fondé une association avec Chris Zakharopoulou, qui est une chirurgienne, et vraiment c'est elle qui est venue me voir à ce moment-là pour me parler de cette maladie, l'endométriose. Et je lui dis, c'est incroyable, je ne connais pas cette maladie, je suis fille de chirurgien, je ne comprends pas, c'est impossible, cette maladie ne doit pas exister. Et je me suis renseignée, elle avait raison, ça touche quand même 1 à 2 femmes sur 10, c'est énorme. Et pourtant, le temps de diagnostic est de 7 ans, 7 ans et demi, on met un temps fou à savoir. Donc c'est à la fois une C'est-à-dire, information... il est difficile de la diagnostiquer parce qu'elle commence, elle dure... Il y a des IRM, oui, pas simple de la diagnostiquer, mais c'est surtout que les médecins, les femmes ne connaissent pas cette maladie, qui les touche. Donc ça, c'était la première priorité. Et les médecins, et pourtant, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique, c'est une maladie liée aux règles, donc c'est une maladie un peu taboue. Et c'est pour ça que Chris Zakharopoulou est allé d'abord vers le droit des femmes, vers le ministère du droit des femmes à l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, en disant c'est une maladie sociale, c'est une maladie... On va voir les effets, les dégâts que cause la maladie. Mais quels sont les symptômes que connaissent les femmes qui sont concernées, mais qui sont tellement habituées, les femmes, aux douleurs ou à la douleur, qu'elles ne se rendaient pas compte que c'était une maladie chronique? Absolument, c'est lié aux règles, donc c'est une maladie chronique qui revient tous les mois avec les règles. Ça commence donc, quand on est adolescente et ça finit avec la ménopause. Et c'est une maladie où les règles deviennent très douloureuses. Il y a beaucoup de symptômes différents, mais l'important c'est de se dire que la douleur, ce n'est pas normal. Quand on a mal, très mal, quand on a ces règles, ce n'est pas normal. Et donc les règles, c'est naturel, pas la douleur, c'est notre campagne. C'est vrai que moi, par exemple, dans mon métier comme... productrice, j'ai eu une réalisatrice un jour qui, pendant les repérages, est tombée dans les pommes. C'est-à-dire vraiment tomber dans les pommes de douleur. On peut vomir, s'enfermer dans le noir. Ce n'est pas normal. Et donc, il faut aller voir quelqu'un. Donc, ce sont des malades qui s'ignorent ou qui ignoraient leur propre maladie. C'est qu'on pense que c'est normal parce qu'on nous a souvent parlé de la douleur et que les femmes prennent sur elle et que... voilà, et qu'on n'en parle pas, et donc d'où l'importance d'en parler pour réduire le temps de diagnostic de 7 ans à 3 ans comme une maladie moyenne. Pourquoi 7 ans ? 7 ans, 7 ans et demi, c'est ce qu'on dit, ce sont les chiffres, voilà, c'est comme ça touche 2 femmes sur 10, une de manière moins handicapante ou pas handicapante, et une de manière très handicapante. Donc vous connaissez forcément quelqu'un autour de vous sans doute. Qui est touché. Depuis qu'on a annoncé l'émission sur CNews, il y a énormément d'appels de femmes qui disent « je suis concernée, niveau 3, niveau 4 ». Etc. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà. Et vous montrez que les médecins sont insuffisamment formés. Les gynécologues, même aussi, sauf maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de femmes gynécologues. Oui, absolument. Il y a de plus en plus de femmes gynécologues, donc certainement, ça les éveille. Mais quand une femme est touchée, elle va voir plusieurs spécialités. Ça touche plusieurs... C'est les médecins généralistes, mais c'est aussi parfois les kinés. Elles vont voir des kinés parce qu'elles ont mal au dos, Donc voilà, il faut qu'on informe encore plus. Et nous, humblement, quand on a monté un fonds endométriose, cette envie de campagne, c'était pour aider le travail des associations de patientes qui font un travail formidable, de faire le lien avec les médecins, donc moi, le Collège national des gynéco-obstétriciens, de faire du bruit,
de faire qu'on en entende parler et que plus personne ne puisse ne pas connaître. On fait du Voilà. bruit. L'endométriose, je me suis renseigné, ça existe depuis longtemps, mais c'est depuis peu qu'on commence à en connaître les raisons et en même temps les ravages. Parce que quelqu'un qui est concerné peut avoir toute sa vie bouleversée. Oui, puis surtout souffre en silence ou ne sait pas qu'elle est touchée. Donc c'est ce qu'il y a de plus violent quand on ne sait pas qu'on a quelque chose, qu'on est persuadé qu'on a quelque chose et qu'on nous dit non, c'est dans votre tête, non, mais oh, elle est hystérique. C'est très violent. Donc c'était ça l'important, c'était de dire vous n'êtes pas seul. Oui, c'est une maladie. Mais ça a des conséquences pour la vie personnelle et familiale. C'est la première cause d'infertilité. Conjugale, quelquefois. C'est la première cause d'infertilité. On peut avoir mal dans les rapports sexuels. Donc voilà, ça touche de près l'intimité des femmes et d'où aussi le tabou ou la peur de parler. L'absentéisme dans le travail. L'absentéisme dans le travail énormément, puisque ça peut être des faux certificats médicaux, parce qu'on ne peut absolument pas sortir de chez soi. C'est très... Et est-ce qu'il est vrai que ça coûte vraiment au pays 9,5 milliards par an en conséquences directes et indirectes? Exactement. C'est ça, l'absentéisme au travail, en conséquence de beaucoup de visites médicales, du coût plutôt que simplement d'être prise en charge. Et vous dites que 30 à 50% des femmes qui sont concernées sont atteintes d'infertilité. Et que ça aussi coûte de l'angoisse et en même temps un coût budgétaire et financier. Absolument. Absolument. Parce qu'elles font des... Parce qu'elles vont aller faire des FIV, elles vont aller faire d'autres choses, elles vont essayer plein de tentatives, alors que déjà, commencer par informer. Mais c'est toujours une question d'information pour diminuer ce temps de diagnostic, pour que tout le monde connaisse endométriose. Les femmes devraient connaître ce mot-là. L'apostrophe endométriose, d'ailleurs. On dit en anglais, on dit endo. Oui, parce que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bataille mondiale? C'est une bataille mondiale. Les Américaines, avec Lena Dunham, avec Susan Sarandon, ont monté une association elles aussi. Elles travaillent activement. On les a rencontrées. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose de lancé au niveau européen l'année prochaine. Ça, c'est un peu notre cheval de bataille avec Chris Saccarolo. Mais c'est une triple souffrance, si j'ai bien compris. Une souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance sociale. Absolument. Et c'est pour ça que vous en parlez, que vous essayez de mobiliser. D'ailleurs, on peut être un homme et faire partie de votre association. Et on peut être une femme qui n'est pas concernée directement elle-même par les douleurs liées aux règles et être dans l'association, se battre pour les autres femmes. Absolument. Moi, je ne suis pas touchée par cette maladie et en même temps, voilà, comme fille de chirurgien, c'était très important. Je me suis dit que c'était impossible que je ne sois pas au courant. Si moi, je ne suis pas au courant, il faut que je permette à toutes les autres jeunes femmes de l'être. Vous avez parlé de l'Europe, apparemment. J'ai vu que du 5 au 11 mars, c'est-à-dire quelques jours, toute l'Europe va être concernée. Vous faites une semaine consacrée c'est la semaine de à la l'endométriose. lutte contre l'ignorance de cette maladie. Et alors, vous avez alerté les médecins, vous mobilisez les Nations Unies, vous êtes mobilisés et actifs, vous et vos amis. Suffisamment, très humblement. En tout cas, on donne les moyens et la communication pour toutes les associations, pour les malades, et on essaye de faire, Ça avait commencé sous le précédent quinquennat avec Laurence Rossignol et Najat Vallaud-Belkacem. Oui. Mais là, vous signez des conventions. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que vous en avez signé une avec Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler dans les lycées et collèges de l'endométriose. Oui, parce que c'est là où les jeunes filles vont en général à l'infirmerie. Donc former les infirmières dans cette convention, c'est cette idée-là de la connaissance de cette maladie pour pouvoir communiquer, mais aussi mettre dans les infirmeries des affiches qui expliquent tout simplement. C'est important, c'est-à-dire que ça passe par l'éducation, l'éducation des jeunes filles. Si elles ne connaissent pas cette maladie très tôt, comment pouvoir y passer? Mais vous êtes autorisé à entrer dans les établissements scolaires. Oui. D'abord, est-ce que ça va être obligatoire ou facultatif? Pas du tout, c'est à la demande des collèges et des lycées. Et dans ces cas-là, de différentes formes. En tout cas, il y aura formation des infirmières. Et ensuite, les affiches, ça y est, 27 000 affiches sont parties partout. Et maintenant, c'est ceux qui veulent avoir, par exemple, les associations de malades peuvent envoyer quelqu'un avec un médecin. Vous allez faire des conférences, voilà. Et j'ai vu que, si c'est vrai, Jean-Michel Blanquer et certains d'entre vous, et peut-être vous, vous allez faire des réunions ou des visites dans les écoles. Voilà. Je pense que cette intrusion dans les établissements scolaires, c'est une révolution. Il y a quelques années, on ne pouvait pas parler de problèmes ou d'éducation sexuelle, là.
Et vous avez le soutien, évidemment, de Marlène Schiappa depuis le début. Elle est extrêmement active. C'est-à-dire que ça touche une jeune femme sur 10. Donc forcément, dans chaque classe, il y en a une qui va être touchée ou qui est touchée. Et que donc cette idée de faux certificat médical ou de ne pas vouloir aller pour des problèmes de règles, il faut que ce soit pris au sérieux et par les garçons et par les filles. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez été reçu par la ministre de la Santé? On a été reçu par, à l'époque, Marisol Touraine, qui avait lancé... Non, Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, pas encore. Alors on attend. C'est-à-dire qu'il faut la sensibiliser, peut-être qu'elle nous regarde, elle comprendra qu'il faudra qu'elle vous reçoiive. On aimerait qu'elle lance une étude épistémologique, il y ait une étude au moins de fait, qu'on ait un peu plus de chiffres, parce qu'il y a eu des études faites à l'étranger, mais pas en France. Et c'est important. Pendant la campagne présidentielle, votre amie hyperactive, Chris, qui est d'origine grecque et qui vit en France, qui travaille dans des hôpitaux ici, chirurgien, gynécologue, elle a interrogé le candidat Emmanuel Macron. Eh oui, sur l'endométriose. On sort un extrait. La difficulté, c'est que c'est dur à diagnostiquer. Donc sur le sujet, moi je vois 3 axes. Le premier, vous l'avez dit bien, c'est la recherche. Et donc c'est d'en faire un sujet de recherche médicale, parce que comme c'était un tabou, la pathologie n'était pas identifiée, avec d'ailleurs tous ces risques, parce que je ne prétends pas être un expert, mais au-delà évidemment de l'infertilité à court terme et des troubles au moment justement où c'est diagnostiqué et avant, c'est ensuite toutes les conséquences extrêmement graves auxquelles ça conduit. Ça, c'est le candidat Emmanuel Mais il Macron, a raison, président. C'est la recherche, c'est les centres de référence, c'est la recherche aujourd'hui. On a besoin de donner des moyens. Mais là, aujourd'hui, il s'engage, lui? Marlène Schiappa, à ses côtés, s'est engagée complètement. Et donc, oui, il a l'air de s'engager. Marlène Schiappa, en tout cas, nous l'a fait savoir. Elle est à nos côtés, elle ira avec nous à l'ONU. Elle est vraiment derrière. Et comment on soigne cette maladie? Alors, il y a plusieurs traitements, mais en général, malheureusement, le traitement le plus radical, c'est de donner des hormones, c'est-à-dire presque la pilule sans arrêt, c'est-à-dire empêcher les règles. Et puis aux médecins, aux gynécologues, aux chirurgiens de faire leur travail. Mais là, c'est très bien de mais il y a plein de choses, il y a l'opération, il y a plein de choses. Après, voilà, la base, c'est déjà savoir ce qu'on a, c'est déjà important. Pourquoi vous, Julie Gaillet? Moi, vraiment, la santé des femmes, c'est quelque chose qui est très important. L'éducation des femmes. Les femmes, c'est vrai, comme comédienne, j'ai fait un documentaire sur la question des femmes et de la place des femmes dans le cinéma. Elles sont 27% en France, on pourrait croire qu'elles sont plus. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic... Qu'est-ce qui a été le fait enclencheur? C'est ma rencontre avec Chris Zacharopoulou. C'est vraiment ma rencontre avec Chris. Moi, je viens d'une famille où mon arrière-grand-mère était médecin en 1910, à une époque où elles étaient 3. C'était compliqué d'être médecin à l'époque parce qu'on voyait les hommes nus. Donc, elle n'a pas pu être médecin, elle est devenue chercheur. C'est quelque chose dans ma famille, la santé, la médecine, les femmes et la place des femmes. C'est-à-dire que l'engagement peut être créatif et que c'est une manière d'aller peut-être aussi au-delà de soi-même. Peut-être aussi, de donner ce qu'on m'a donné de manière assez humble, en tout cas essayer de transmettre. J'ai cette chance, en tout cas, d'être dans une famille où on a pu parler, communiquer et du coup redonner ça, voilà, retransmettre. Et vous le faites, c'est plus facile maintenant? C'est plus facile maintenant. C'est plus facile de venir vous voir ce matin. C'est plus facile, absolument. Et pourquoi c'était plus dur d'être dans une certaine ombre volontairement? Non, parce que j'ai pas... Je ne sais pas si plus dur, mais en tout cas moins de pression. Mais c'est une volonté d'être dans l'ombre. C'est une envie de discrétion. Je fais mon métier, j'ai continué à le faire comme je le faisais, produire des films engagés, les films que je produisais avant. Voilà. J'ai produit un long métrage de fiction et un documentaire qui sortent là la semaine prochaine. Oui, donc, les Oscars, ils sont nominés pour les Oscars parce que votre passion, c'est de jouer, c'est de faire du théâtre, du cinéma et en même temps de produire. Vous êtes en quelque sorte une manager de la culture. Non, mais j'ai produit L'Insulte qui effectivement va être aux Oscars de Ziad Dohi qui sort le 31, donc mercredi. Demain. Et les deux documentaires. De films libanais politiques et puis... j'ai produit un documentaire sur les Sioux Lakota, The Ride, qui sort le 7 février. Voilà. Ce sont toujours des films qui ont un sens militant, je ne dis pas politique, mais militant et qui défendent des causes. Oui, le fait de prendre une caméra, c'est de déjà avoir un point de vue et donner son point de vue. Donc d'une certaine manière, en produisant, je donne un point de vue où j'essaie de faire changer les choses à ma manière. J'imagine que le 4 mars, vous serez
pour les Oscars à Los Angeles. Et aux côtés de Ziad Douéry de l'Insulte, et aux côtés d'Agnès Varda aussi de Visage Village, puisqu'on a coproduit le film avec Rosalie. Donc vous voulez dire que vous ne serez pas seul? Je ne serai pas seule. Vous serez accompagné? Ah, non, je ne serai pas accompagnée. C'est vrai que chacun son métier, chacun son monde, et on respecte ça, et même si on est très liés, et côte à côte, voilà, non, je serai si seule. j'étais hypocrite, je dis vous êtes accompagné par le réalisateur et Agnès Varda. Pour la première fois, lors des Oscars, vous ne verrez pas où il n'y aura pas Harry Weinstein, qui a été si longtemps l'ex-faiseur de princesse. Et le scandale Weinstein a provoqué une hécatombe chez les célébrités un peu partout dans le cinéma, etc. Je crois que ça commence avec Trump et la campagne de Trump. Ça commence quand il dit « When you're famous, you can grab them by the pussy ». C'est-à-dire que cette phrase incroyable pendant une campagne présidentielle était choquante. Mais c'est pas Trump qui conduit à Weinstein. Non, mais à ce moment-là, les femmes vont dans la rue, il y a la Women's March, et je crois que ça a créé une prise de conscience des femmes. En tout cas, cette Women's March, cette première Women's March a été très puissante. Et derrière, l'affaire Weinstein. Et derrière, aujourd'hui, la libération de la parole. Et c'est très important. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas exprimé là-dessus. Est-ce Non, mais que ça veut dire que vous hésitiez? C'est un mouvement, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un vrai mouvement. Et j'espère que ça va continuer. Le Time's Up qui offre la possibilité de prendre un avocat pour des femmes qui seraient touchées de harcèlement pour toutes les couches sociales, pour tous les métiers faites par ces femmes d'Hollywood au moment là des Golden Globes, j'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est pour les États-Unis. Et pourquoi pas le faire en France? Voilà, le faire, oui. Le faire de quelle façon? Plusieurs réalisatrices qui sont venues me voir, qui réfléchissent, est-ce qu'on peut y arriver, est-ce qu'il y a moyen de le faire? C'est forcément la même chose, c'est-à-dire la capacité de lever des fonds pour pouvoir donner une protection, donner une aide juridique. Et vous, dans votre carrière, vous avez rencontré ou croisé des harceleurs? Mais je pense que c'est ça le choc pour les hommes de se rendre compte que toutes les femmes ont été confrontées à des harceleurs. Dans le métro, on en parle partout, tout le temps. Donc ça nous est dans le tout travail, arrivé. avec les petits chefs partout, Beaucoup, quel que soit le tout niveau cas. de hiérarchie, etc. Donc, ça, c'est un choc, je crois, tout à coup. On est en train de dire, on a toutes fait face à ça. C'est Mais énorme. si on le dit en France, est-ce qu'on va jusqu'à citer quels sont les Weinstein français? Parce qu'ici, on dit on est hypocrite, on dit pas... Il faut citer des noms, en non. réalité. Il faut citer voilà, le fait de dire qu'il y a des attitudes, des comportements, il faut changer ça. Voilà. En ce moment, on a l'impression que c'est qui va montrer le plus possible, le plus fortement possible, son féminisme. Et c'est un féminisme l'un contre l'autre. Vous signez pas de pétition? Je fais des films. Pas de pétition. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Cinéas sur la question de la femme dans le cinéma, la réalisatrice en France. Et là, je suis en train de faire la version à l'international, c'est-à-dire en Asie. Aux États-Unis, 10% des femmes seulement sont réalisatrices. Nous, on est 27%. Et seulement 3 ont des gros budgets. Mais je suis allée aussi en Afrique, sur la question du cinéma en Afrique, la place des femmes dans le cinéma. Voilà. Oui, mais, et d'une certaine manière, la place des femmes dans la société. C'est le film qui est votre signature, plutôt que la pétition, même la pétition de Catherine Deneuve et des 100 femmes avec elle. Ma façon à moi de m'exprimer, c'est de produire des documentaires, de produire des longs métrages de cinéma. À terme, on voit les rumeurs, les gens qui sont ciblés très vite, de la délation qui se fait. Au bout du compte, qu'est-ce qui va gagner? La pétition, les réseaux sociaux ou la justice? Ce sera toujours la justice, mais là surtout c'est les femmes osent parler. C'est 10% des victimes qui portent plainte et sur ces 10%, voilà, la justice fait son travail. Et donc, mais vous dites que les femmes ont toujours raison? Non, pas toujours raison. C'est vraiment... voilà, la justice fait son travail. Qu'est-ce qu'il faut éviter ou alors qu'est-ce qu'il faut révéler maintenant, à votre avis, qu'on n'a pas fait jusqu'ici? Puisque la parole est libérée, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout en évitant les haines, les guerres entre sexes? Pour moi, c'est vraiment l'éducation et on a peut-être sur la question du genre. À un moment donné, j'ai été frappée de voir que c'était compliqué la question du genre, ça a été un échec à l'école, cette volonté d'éduquer. J'étais très surprise de ça, forcément. Mais comment éviter
Parce qu'il est important de se rendre compte de la chance et des acquis qu'on a. C'est fragile et c'est toujours... c'est très important. Donc, moi, je continue. Marlène Schiappa propose même des amendes contre les harceleurs de rue et de métro. Vous seriez d'accord là-dessus? Ou alors là, je laisse Marlène Schiappa et ses idées. Vraiment, l'idée, c'est déjà d'oser aller dans un commissariat sans qu'on rigole, oser porter plainte, commencer déjà à le dire. Mais comment retrouver des rapports normaux entre les hommes et les femmes qui ne soient pas empreints de suspicion et de hargne, de gêne, j'ose pas dire de haine même. Comment trouver la discussion, ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de se passer. Je crois que les hommes aussi se prennent conscience de Heureusement ça. que les hommes entrent aussi dans la bataille dans certains cas. Dans mon documentaire, j'ai interviewé 20 réalisatrices et les jeunes réalisatrices d'aujourd'hui, la jeune génération d'aujourd'hui, et 20 réalisateurs hommes. On pose la question à toutes les femmes de qu'est-ce qu'un film de femme. On ne pose jamais la question aux hommes de qu'est-ce qu'un film d'homme. Donc quand je suis allée les voir, que ce soit Mathieu Amalric, Desplechin, Besson ou Michel Hazanavicius, qui rigole, lui, de la question du genre dans OSS 117. Heureusement qu'on peut en rigoler et c'est très très drôle. Ils sont surpris. On m'a jamais posé cette question. Donc c'est une question, on doit être tous ensemble. C'est-à-dire qu'on peut mener des combats en commun contre les discriminations, les inégalités, c'est même plus simple le pour les racisme. hommes. C'est plus simple pour les hommes de parler, par exemple, de quotas que pour les femmes. C'est ensemble qu'il faut faire changer les choses. Il y a une belle phrase de Christiane Taubira dans le Libération d'hier, le féminisme est un humanisme. Être impitoyable envers un comportement sexiste, c'est pas forcément faire la guerre à l'autre sexe, c'est-à-dire qu'il y a des combats que l'on peut mener en commun. Absolument. Et la bataille continue. Pour la mener, vous êtes comme toujours libre. J'ai toujours été libre et je le resterai. Et moi seul? Ou c'est libre à deux? Et plus du tout seul. Plus du tout Libre seul. à deux. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Voilà. Tout le temps Comme pour toute femme. Oui, et comme étant quelquefois lui et moi ensemble. Oui, Voilà. ensemble. Merci d'être venu et surtout d'avoir montré, à travers votre intervention, que le combat est sans fin pour le respect des droits des femmes et qu'il n'y a pas de fatalité à la souffrance. Hein? Ni à la souffrance, ni au harcèlement. Merci d'être venu. Merci.